On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit l'ex-député Dave Turcotte avec son musée virtuel d'histoire politique. Et là, il y a une nouvelle exposition en ligne en ce moment sur l'élection de 1966 avec Daniel Johnson et l'Union nationale. Mais d'abord, politique municipale, quelques questions à poser à M. le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Petit tour d'horizon des enjeux de l'actualité municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu avec le maire qui est avec nous, Alain Laplante. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Et joyeux anniversaire, joyeux 50e anniversaire. 50 ans, un demi-siècle. Vous êtes tombé dans le club select des cinquantenaires. Bienvenue. Le 30 mai dernier, bien oui. Avez-vous fait quelque chose de spécial? On est sortis sur la terrasse de la Trinquette. Les terrasses venaient d'ouvrir. Donc, moi et ma bulle familiale, on était prendre une petite bière sur la terrasse de la Trinquette. Et je me suis acheté pour l'occasion une Labatt 50. Bon, elle était bonne? Oui. Elle goûtait comme autrefois? Exactement. Elle n'a pas changé. Bon. Avant de parler de certains enjeux, il y en a un qui est vraiment actuellement très, très, très courant, puis je veux vous entendre là-dessus, puis on l'a vu dans les médias sociaux, c'est les travaux. Actuellement, le MTQ fait des travaux sur le Pont-Gouin, qui est fermé. Il y a des travaux, je pense, aussi sur le chemin des Patriotes. Ça, c'est le MTQ. Mais il y a des travaux sur Séminaire, il y a des travaux sur Richelieu, il y a des travaux sur Industriel. Et souvent, le commentaire qui revient dans l'actualité, c'est comment se fait-il que tous ces travaux-là arrivent en même temps? Oui, vous avez tout à fait raison. Puis les citoyens sont nombreux à se plaindre. Puis on vit une situation vraiment difficile actuellement au niveau de la circulation. Je porte à votre attention que lorsqu'il n'y a plus de travaux, Saint-Jean s'est tellement développé au cours des dernières années que même quand il n'y a pas de travaux, il y a des bouchons de circulation aux heures de pointe sur Séminaire, sur Champlain. Traverser le pont, c'est toujours un peu laborieux. Donc là, quand on réalise des travaux comme on le fait présentement, mais évidemment, ça accentue la problématique. Et quand, en plus, en prime, le MTQ vient fermer le Pont-Gouin, bien là, ça vient tout bouleverser encore la circulation. Puis pourquoi? Bien, on vit au Québec, la saison chaude, la saison où on peut effectuer ce genre de travaux est quand même raccourcie. Monsieur Latour, il y a un mois, les gens se plaignaient que les routes n'étaient pas bien entretenues, puis qu'on mettait pas assez d'argent sur les gens veulent des travaux. Et là, ce mois-ci, on se plaint parce qu'il y a trop de chantiers. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen un jour de développer, je ne sais pas, un meilleur canal de communication, de collaboration avec le MTQ pour arrimer les affaires? Puis c'est pas propre à Saint-Jean, là. Dans les années où je faisais la circulation à la radio à Montréal, on vivait des problèmes semblables avec la Ville de Montréal, puis le MTQ, puis les ponts fédéraux. Il n'y a pas moyen, avec le MTQ, d'avoir un meilleur arrimage? Il n'y en a jamais de bons moments. Puis, tu sais, les travaux qu'on effectue actuellement sur Séminaire, les travaux qu'on effectue sur Industriel, c'est des travaux, des chantiers qui durent pendant plusieurs semaines. Donc là, il y a des vacances de la construction qui sont à nos portes. Ensuite, bon, il y a d'autres travaux qui s'en viennent. Donc, évidemment, on ne peut pas tout faire les travaux en même temps. Et donc, il y a des chantiers qui durent pendant plusieurs semaines. On doit les programmer d'avance. Et le MTQ a sa réalité aussi, l'ouverture du pont, la saison touristique, le pont-levis qui a besoin d'être ouvert de plus en plus pour cet été. Donc, le MTQ a des travaux importants à faire sur le pont. Donc, oui, on se parle, mais il n'y a jamais de bon moment, puis il n'y a jamais... puis on trouve ça déplorable, on compatit avec les citoyens, mais nous-mêmes, vous-même, on vit tous cette même réalité-là. Il faut prévoir dans notre temps de déplacement un petit temps supplémentaire pour nos déplacements dans la municipalité. Autre dossier dont on a entendu parler ces dernières semaines, c'est le climat de travail à la MRC du Richelieu. Vous faites un dossier sur Internet au Richelieu. Vos collègues maires des autres municipalités ont appelé au Canada français, se sont plaints de la situation, pas juste sur ce dossier-là, mais sur l'ambiance en général, où ils disent que le climat de travail est difficile avec vous à la MRC. Bon, qu'est-ce que vous avez à dire de ce fameux climat dont vos collègues se plaignent depuis 3 ans et demi? Vous faites référence au dossier du point que les maires voulaient ajouter à l'Assemblée extraordinaire de la MRC, un dossier dont nous n'avions pas justement travaillé. Nous n'avions eu aucune séance de travail sur ce dossier-là. Donc, dans le fond, moi, ce que je demande, c'est est-ce qu'on peut travailler les dossiers intelligemment et pouvoir discuter de façon respectueuse sur les dossiers avant de claquer de l'argent qui appartient aux contribuables. Mais est-ce que dans ce cas-ci, c'était vraiment un cas de dernière minute, où des fois, ça arrive dans la vie, où il y a des affaires de dernière minute, puis là, il faut se positionner rapidement pour ne pas échapper une subvention? Visiblement,
Mais ça, ce que vous dites là, c'est complètement faux. Ça, c'est un mensonge que les maires ont dit, qui m'ont mis justement une pression en disant « Alain, il faut absolument ajouter le point parce qu'on va perdre la subvention », ce qui était complètement faux. Et puis, de là, j'ai dit, moi, c'est pas vrai qu'on va dépenser 300 000 sur un dossier qu'on n'a jamais entendu parler. Il faut comprendre que on était dans une séance extraordinaire qui avait été convoquée le vendredi précédent. On est le lundi midi et la convocation a été faite le vendredi. Donc, au moment de convoquer la séance extraordinaire de la MRC le vendredi, c'est pas vrai qu'on n'avait pas entendu parler de ce programme-là et que ce point-là n'avait même pas été ajouté à l'ordre du jour. Donc là, on nous arrive à 1 minute en pleine assemblée, on va ajouter, on va perdre une subvention, ce qui était complètement faux. Donc, on peut prendre un moment de recul, convoquer une séance de travail, parce que là, on voulait dépenser un budget qui avait été alloué par le gouvernement du Québec à la MRC pour la relance de la COVID. Donc, et le Conseil des maires ne s'était jamais réuni, n'avait jamais discuté sur la disposition de ce budget-là. C'est un budget de 700 quelques mille dollars. Donc, est-ce qu'on peut, avant de dépenser la moitié de cette somme-là, est-ce qu'on peut minimalement réfléchir à comment utiliser cette somme-là pour la relance économique post-pandémie? Mais s'il y avait 2-3 de vos collègues qui disaient la même chose que vous, je vous dirais, ben OK, visiblement, on pense... Mais là, souvent, on a l'impression que vous pensez d'une façon, puis que les 13 autres pensent d'une autre façon. On est, puis vous le voyez depuis le début du mandat, vous le voyez, on est confronté tant à la Ville qu'à la MRC à des élus qui sont de la vieille école, hein, des élus qui souhaitent continuer à développer la Ville de Saint-Jean au détriment de notre territoire. Les élus, à leur défense, c'est comme ça qu'on développe la Ville depuis des décennies, en détruisant, en empiétant sur les milieux naturels, en empiétant sur les terres agricoles. Donc, l'équipe Alain Laplante, moi, depuis mon arrivée, j'ai été élu pour ça. Ça fait partie de mes engagements électoraux de protéger le territoire, de protéger les terres agricoles, de protéger les terrains de golf, de protéger les milieux naturels. Et quand on vient le temps, évidemment, de détruire une terre agricole, ben oui, je mets mon pied à terre et je défends les convictions des citoyens, je défends l'intérêt public, n'en déplaise aux maires de la MRC ou n'en déplaise au groupe des Neufs. Bon. Certains de vos collègues maires à la MRC disent ben Alain Laplante agit comme ça parce qu'il n'est pas content, il est fâché. Non, parce que j'ai été élu pour ça. Ouais, mais j'ai été élu par les citoyens pour défendre leurs intérêts. C'est Laplante qui est fâché parce qu'il n'a pas été élu préfet il y a 3 ans et demi, puis aujourd'hui, il nous en fait payer le prix. Monsieur Latour, ça, c'est complètement faux. Donc, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'arrêter de répéter les mensonges de mes adversaires. Non, mais c'est complètement faux. Je vous offre l'opportunité de leur répondre parce que eux, c'est ce qu'ils disent sur la place publique. Ils disent Alain Laplante, il est fâché. Fait qu'ils se vengent parce qu'on ne l'a pas élu préfet. C'est faux. Et là, l'affaire de l'Internet au Richelieu, là, est-ce que c'est réglé? Parce que M. Non, ça va être réglé ce soir à l'Assemblée de ce soir. Mais là, qu'est-ce qui fait que maintenant vous acceptez puis que l'autre fois, vous n'avez pas accepté? M. Latour, on voulait dépenser 300 000 sans même avoir discuté du point, sans avoir même présenté le projet aux élus. Donc, est-ce qu'on peut minimalement travailler les dossiers en amont? Puis quand on prend des décisions, on les prend de façon éclairée. Et non pas sous pression avec du harcèlement. Hein. Bon, mais ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce que dans l'extrait audio qu'on entend des délibérations, vous dites à un certain moment, je suis victime d'intimidation, de harcèlement de la part de mes collègues. Pourquoi? Ça faisait 15 minutes qu'on discutait d'un point qui n'était pas à l'ordre du jour, où les maires se mettaient ensemble pour me mettre de la pression, pour me faire forcer d'adopter le point dont on discutait. Donc, le point n'était même pas à l'ordre du jour. Tous les maires étaient hors d'ordre. J'ai soulevé le point que les maires étaient hors d'ordre. Et quand j'ai soulevé le point, le préfet en a rajouté. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là? Bon. Autre dossier dans l'actualité récente, votre collègue, le conseiller Justin Bessette, qui va être encore devant la déontologie à la Commission municipale du Québec. En 2017, il avait été suspendu 75 jours pour une histoire peut-être un peu semblable. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Parce que là, on est quand même à quelques semaines, quelques mois des élections, où là, le conseiller de votre équipe est à nouveau cité à comparaître. Je n'ai pas de commentaire relativement à ça. Le dossier est judiciarisé, donc je ne passerai pas de commentaire par rapport à cette enquête-là. Cependant, je peux vous dire que Justin Bessette, c'est le meilleur conseiller municipal que la Ville de Saint-Jean a connu. Justin Bessette est même meilleur conseiller que moi, j'ai pu l'être lorsque j'ai siégé de 2009 à 2013. Justin, c'est quelqu'un qui se débat pour ses citoyens, qui défend ses citoyens sans relâche. Ça dérange, je peux le comprendre, mais le jour où la municipalité va travailler pour l'intérêt des citoyens, vous allez voir, il n'y aura plus de problème.
Avez-vous encore confiance à la CMQ, la Commission municipale du J'ai Québec? pas de commentaire là-dessus. C'est parce que vous voulez pas... Parce que Bien, vous je veux pas, craignez comme je vous des- dis, je veux pas le dossier judiciarisé, puis je veux pas passer. Non, mais je veux en pas général, intervenir. en général. Bon, j'ai pas de commentaire. OK. Les travaux sur la Grande Ligne. La Grande Ligne, c'est l'espèce de route qui fait le pont entre, disons, les limites de Carignan-Saint-Jean à l'autre bout de l'île Sainte-Thérèse et quand on veut aller directement sur la 35, rang Saint-André, en face de l'ancien Jokers, le repère des Jokers, là, pour les plus vieux d'entre nous. Mais cette route-là, parce qu'au début, quand on a présenté ça au conseil, on dit, écoutez, on a une demande d'aide de la ville de Carignan pour mettre un 100 000 pour les aider à payer les travaux. Hey, M. Latour, Puis- c'est la pire route du Québec. Le CA c'est épouvantable. a fait une... J'irai pas faire du vélo là avec pas d'accotement, je vous le dis tout de suite. Là. C'est la Ça, pire on est route d'accord du là-dessus. Québec. puis- C'est une route qui est dangereuse. C'est une route dont nos citoyens empruntent quotidiennement. Mais le débat de fond là-dedans, parce qu'au début, quand on a entendu ça, je me suis dit, bien, effectivement, je pense quoi, 90 des gens qui roulent dessus, c'est du monde de l'île Sainte-Thérèse. Bon. Mais elle appartient à Carignan. Puis il y a même des citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu qui sont enclavés. Il y a des maisons qui sont sur Ouais. une petite rue adjacente qui doivent, pour sortir, s'ils veulent aller au dépanneur, ils veulent aller travailler, ils peuvent aller Mais- n'importe où, doivent emprunter, des citoyens de Saint-Jean qui doivent Ouais. obligatoirement emprunter une rue qui est sur le territoire de Carignan. Puis c'est une question administrative, parce qu'il y a le rallye 54 là, à côté de Richelieu, où là, la ligne, la ligne qui vient diviser la rue, elle est sur la ligne jaune, la ligne blanche Entre les deux, là. au milieu. Ouais. Puis dans le cas du chemin Grande Ligne, bien, la division comme officielle, c'est la ligne blanche sur l'accotement. Donc, c'est une question, c'est Mais- une technicalité. Bon. La réalité, c'est une rue qui est limitrophe entre Saint-Jean-sur-Richelieu et la ville de Carignan, qui délimite les deux municipalités. Une rue qui est essentiellement utilisée par nos citoyens, une route qui est dangereuse. La conseillère Marilyn Charbonneau a travaillé le dossier. Ouais. On est arrivé avec une entente avec... puis c'est rien, là, c'est des peanuts, là, 150 000 Juste la poursuite là, entreprise contre des citoyens, il y a 300 000 qui est en claqué juste pour ça. Donc là, on parle d'un dossier de sécurité de nos citoyens, un comprends. dossier qui aurait coûté Mais- entre 120 et 150 000 Mais sur le fond- et le groupe des Neufs a voté Mais contre. sur le fond, chacun devrait payer ses propres infras, c'est-à-dire, un peu comme le conseiller Bessette disait, dans le fond, cette route-là, elle devrait peut-être appartenir au MTQ, ultimement. C'est peut-être ça la solution, mais ça, bon, on extrapole. Mais dans les Il n'y a faits, pas de raison. C'est pas une route, nationale, provinciale. pas une route Bon. provinciale. Mais C'est une en- route qui est essentiellement municipale, et c'est pas les citoyens de Carignan qui l'utilisent, c'est les citoyens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. Donc, je comprends Mais- que sur papier, le propriétaire du fonds de terrain, je comprends. à la Mais limite, prenons l'exemple comme de- la conseillère Marilyn Charbonneau le proposait, Mais- il pourrait nous la donner, tout Prenons simplement, la route, puis l'exemple- le problème serait réglé. Prenons l'exemple de ce que Jean Fontaine disait. Est-ce qu'on va demander de l'aide à Saint-Blaise pour nous aider à payer Grand-Bernier, vu que le monde de Ben, Saint-Blaise je suis passe désolé, dessus? mais quand on fait Grand-Bernier, on se coordonne avec Saint-Blaise, puis on paye chacun notre bout. Comme on Oui, fait la qui- même les chose. bouts qui vous appartiennent. Comme on fait la même chose avec Ouais, mais la ville de C'est les Richelieu. bouts qui vous appartiennent. Exactement, mais comme Mais je je vous veux dire, dis, les bouts qui appartiennent à Saint-Jean, on ne demande pas à Saint-Blaise de payer une partie des travaux du bout de Grand-Bernier qui M. nous Latour, appartient. c'est la sécurité de nos citoyens qui est en jeu ici. Là. On peut-tu pas s'enferger dans les fleurs du tapis puis se préoccuper de la sécurité de nos citoyens? Vous-même, vous le dites là, que vous iriez pas Ah non, c'est en vélo. épouvantable, cette route-là. C'est vraiment épouvantable. Bon, ben, on peut-tu prendre action? On avait une solution Donc, qui vous pensez coûtait qu'on des peut, peanuts. dans certains cas, prendre l'argent des payeurs de taxes de Saint-Jean puis la donner à Carignan pour l'aider à payer ses travaux, vu que le monde de Saint-Jean passe dessus? Monsieur Latour, on a généré 20 millions de surplus l'année passée. La municipalité peut pleinement se préoccuper. Puis ces taxes-là ont été payées en partie par les citoyens de l'île Sainte-Thérèse. L'île Sainte-Thérèse s'est beaucoup développée. La ville continue à faire du développement sur Jean-Talon. Toutes des gens qui empruntent cette route-là, on vend notre municipalité comme étant une ville qui est accessible, qui est près de Montréal. Bien, si on veut être près de Montréal et être accessible, il faut passer sur le chemin Grande Ligne. On peut être cohérent puis travailler à la sécurité de nos citoyens. Malheureusement, le groupe des Neufs, c'est pas important pour eux. Dernier point, à Et l'ouverture... puis, oui. puis si ce dossier-là avait été dans le dossier de M. Berthelot ou dans le dossier dans le district de M. Berthelot, dans le district de M. Fontaine, là, mais il n'y aurait pas de discussion aujourd'hui, on aurait payé. C'est ça la réalité. Dernier point. À l'ouverture de la dernière séance publique, le mardi 25 mai, en ouverture, vous avez dit quelque chose, mais je veux vous entendre là-dessus. Vous avez passé un message aux promoteurs et aux fonctionnaires de ne pas bloquer des items qui devraient apparaître à l'ordre du jour, vu qu'on est en fin de proche des élections puis qu'il ne reste pas beaucoup d'assemblées. Qu'est-ce que vous vouliez dire au juste?
Dans le municipal, c'est le maire qui contrôle l'ordre du jour des séances du conseil. Et suite précédemment à cette réunion-là, moi, j'ai demandé à ce que 2 projets soient ajoutés. 4 projets en réalité, mais il y avait 2 projets importants que je souhaitais qu'ils soient amenés à l'ordre du jour. Ça n'a pas été fait? Non. J'ai demandé spécifiquement à ce que ces points-là soient amenés à l'ordre du jour. Ils n'ont pas été mis à l'ordre du jour. Donc, c'est ça que j'ai déploré au début de la... Est-ce qu'on le sait? Non. C'est ça que j'ai donc mentionné au début de la séance. Et j'ai invité les promoteurs, s'ils rencontraient des difficultés à faire acheminer leur projet dans la municipalité, de ne pas hésiter à me contacter. Et les projets dont je vous parle, c'est le projet, entre autres, sur la rue Saint-Pierre, un bâtiment de 50 quelques logis, et aussi le projet de 50 quelques logis ici sur Richelieu, à l'angle de la rue du Royal 22e. Des projets qui ont été adoptés cette semaine à la séance extraordinaire. Donc, on a eu... mais selon vous, est-ce qu'il y a eu de l'obstruction de la part de la direction générale à ne pas les mettre à l'ordre du jour? Je ne sais pas. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que j'ai demandé à ce que ces points-là soient à l'ordre du jour. Ils ne l'étaient pas. Donc, lorsque j'ai convoqué la séance extraordinaire de cette semaine, j'ai réitéré cette demande-là. Et là, les 2 points ont été ajoutés et les 2 projets ont été adoptés par le Conseil mardi dernier. Alain Laplante, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on revient sur l'élection de 1966. Vous et moi, on n'était pas encore au monde. Mais c'est l'ex-député Dave Turcotte qui s'intéresse à ça avec son musée virtuel de la politique québécoise. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on plonge et on s'envoie en l'air. Oui, avec Lisanne Richard, la plongeuse en haut vol, et en deuxième partie, Éric Boivin de l'International de Montgolfière. Tout un show. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Si je vous dis égalité ou indépendance, Daniel Johnson, l'élection de 1966, on en parle avec le fondateur du Musée virtuel d'histoire politique du Québec, Dave Turcotte. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, ça fait quelques fois qu'on se voit sur oui. le sujet du musée. Là, on en arrive avec une nouvelle exposition. Exposition sur l'élection de 66, qui était quand même assez particulière parce qu'on était au terme, évidemment, des années Lesage, avec quand même cette espèce de culture très intéressante. Et là arrive Daniel Johnson. Qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette élection-là? Bien, cette élection-là, pour plusieurs, Claude Ryan, je crois, avait dit que c'était une élection administrative, que c'était une élection quand même assez plate, disons ça comme ça. Pas très enlevante en termes d'enjeux quand on pense à 62, juste avant la nationalisation de l'électricité, ou l'étatisation de l'électricité qu'on devrait dire, ou 60, où là, on lance c'est la fin de l'ère du Plessis, on sort de l'ombre. Révolution tranquille. Exactement. Ouais. 66, les engagements, les libéraux avaient tellement dépensé qu'il n'y avait pratiquement plus d'argent donc dans les coffres. Ils ne pouvaient pas promettre beaucoup. Et on connaissait l'Union nationale très opposée à plusieurs réformes. Donc, les gens avaient en tête que, après le résultat, disant ben la Révolution tranquille va se terminer à ce moment-là. Mais non, ça a été plutôt l'inverse. La Révolution tranquille s'est poursuivie, même s'est amplifiée avec Daniel Johnson. À quoi on attribue la victoire de Daniel Johnson? Parce que justement, l'Union nationale, sous Duplessis, avait coloré le Québec d'une façon dans les années 40-50. Oui. Arrivent les années Lesage avec la Révolution tranquille. Pourquoi Daniel Johnson s'est fait élire en 66? Quelques explications. La principale, c'est la stratégie électorale de l'Union nationale.
Égalité ou indépendance? Ça, mais c'est aussi la stratégie comté par comté. Eux ont décidé de cibler un certain nombre de circonscriptions. Il faut savoir que quelques années avant l'élection, il y a une nouvelle carte électorale qui est mise en place où on élimine ou on réduit du moins les écarts importants. On le sait, là, dans le temps de Duplessis, et après, ça va être tenté d'être corrigé, mais il y a des circonscriptions urbaines qui votait pas du bon bord avait 100 000 électeurs, puis une circonscription qui votait du bon bord avait 15, 20, 25 000 électeurs. Donc, il y a plus de bon bord que de moins bon bord. Donc, ça nous aide à gagner des élections. Et la carte avait été modifiée. Donc, on était maintenant 108 députés. L'Union nationale a dit on en cible 60 comtés. Ça nous en prend 55 pour être le gouvernement. On en cible 5 de plus, donc 60. Et on met toutes nos énergies là. Et leur stratégie a payé. On fait élire 56 députés finalement. L'autre raison, selon plusieurs, c'est Jean Lesage. Jean Lesage était, ce qu'on pourrait dire, l'élément le moins populaire du parti. Le Parti libéral était populaire. L'équipe du Tonnerre était populaire, était aimée, appréciée. Mais Lesage... Mais Jean Lesage avait... disons que c'était dans ce qui paye, là, c'était moins payant. Et la campagne libérale de 1966 n'a été axée que sur Jean Lesage. Il a complètement tassé son équipe. On ne voyait plus vraiment les membres de son équipe dans les rassemblements, etc. Et l'Union nationale a fait ses choux gras de ça. Là. Mais la thématique était quand même intéressante parce qu'on est un peu avant le début du Parti québécois. Tout à fait. Il y avait le RIN dans ces années-là, etc. Exact. Le RN aussi, le Rassemblement national, qui était aussi un autre parti indépendantiste. Égalité ou indépendance, c'est fort quand même comme slogan, là. Plusieurs diront que Jean Lesage sera le premier chef de parti politique reconnu à l'Assemblée nationale ayant vraiment mis sur la table l'option indépendantiste, du moins d'y avoir donné une certaine crédibilité. Ouais. Je ne crois pas que Daniel Johnson était indépendantiste, mais je crois qu'il ne l'excluait pas. Il disait une phrase là, comme l'indépendance, pas nécessairement, mais l'indépendance si nécessaire. Là. Ouais. Mais dans les rangs de l'Union nationale, il y avait entre autres un certain Jérôme Proulx qui allait devenir député de Saint-Jean sous la bannière de l'Union nationale. Exactement. Avant de devenir indépendant et ensuite au Parti québécois. Exactement. C'est dans ce mandat-là, d'ailleurs, que la carte politique... L'élection de 1966, c'est la première élection aussi au Québec où la question nationale, l'indépendance, s'est vraiment posée. Là. On le voit avec égalité ou indépendance, avec l'arrivée du RIN comme parti politique de Pierre Bourgault, le Rassemblement national, qui était aussi un parti indépendantiste, une branche du RIN qui s'était séparée, et un peu des créditistes qui s'étaient regroupés. Et là, arrive un certain nombre de candidats, donc qui sont élire comme députés, qui ont son nationalisme est très fort. Tu as un René Lévesque qui est au Parti libéral, qui sent que là, les libéraux, ça ne marche plus. René Lévesque tente de proposer la souveraineté association au Parti libéral. Ça ne passe pas. Quitte le parti, crée le mouvement Souveraineté association. Jérôme Proulx, sur les banquettes ministérielles, regarde ça et se dit moi, ça me parle. Et arrive aussi, entre-temps, le décès de Daniel Johnson. Oui, parce qu'il est mort 2 ans après. Exactement. À peine, hein, c'est ça? Après exactement. En mandat, même. Effectivement, c'est quand même un moment tragique. Et Jean-Jacques Bertrand, qui le succède, a beaucoup de difficultés avec la question linguistique, la question de la langue. Et donc, Jérôme Proulx quitte l'Union nationale à ce moment-là et se joint à ce qui vient de se créer, qui s'appelle le Parti québécois, qui est un regroupement du mouvement Souveraineté Association de René Lévesque, du Rassemblement national et implicitement des membres du RIN qui ont décidé de s'aborder leur propre parti pour se joindre. Et Jérôme Proulx, il faut quand même le dire, c'est un des premiers, sinon le premier député à siéger à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti québécois, à l'exception de René Lévesque. Bon, c'est un musée virtuel, mais c'est un musée quand même. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme artefact sur cette exposition-là? Beaucoup de... la plupart des programmes des partis, donc du Parti libéral, de l'Union nationale. Malheureusement, pour des questions de logistique et aussi de droit d'auteur,
On ne peut pas feuilleter au complet l'intégralité là, des programmes, mais on voit au moins les images de ce que ça avait l'air, le visuel. Beaucoup de publicités électorales intéressantes, dont une de Jérôme Proulx que le journal Canada français là, m'a fourni. Donc, on peut le voir comme candidat de l'Union nationale. Quelques photos aussi de Jérôme Proulx et d'Alfred Croisetière, député d'Iberville, de l'autre côté de la rivière. Le père de M. Croisetière, qui est président de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Fernand, que j'ai eu comme directeur d'école, qui m'a remis là, des photos d'archives de son père et de Jérôme Proulx avec Daniel Johnson à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative à l'époque. Et quelques vidéos que j'ai trouvées. Malheureusement, contrairement à l'élection de 70, je n'ai pas mis la main sur des ritournelles ou des extraits audio. Il y a quand même beaucoup de matériel, parce que hier, je l'ai... comme on dit en il y a plus d'une cinquantaine d'objets. Comme on dit, avec la roulette. Là. Puis effectivement, il y a quand même beaucoup d'items. Tout à fait. Plus d'une cinquantaine d'artefacts là, qui sont présentés. Et c'est ce qui est intéressant, quand je viens ici, j'ai le privilège d'être invité ici. Les jours suivants ou les semaines suivantes, il y a des gens qui me contactent et qui me disent « Ah, on a des choses qu'on aimerait t'offrir pour ton musée, etc. » Donc, c'est intéressant. On peut les bonifier et les ajouter. Effectivement, l'élection de 1970, qui est une autre exposition de mon musée, lorsque je l'ai présenté l'année passée, j'avais un certain nombre d'artefacts. Et là, quand je l'ai renouvelé cette année, mais j'ai pu ajouter une trentaine de nouveaux artefacts là, suite à des acquisitions, des dons, etc. Donc, c'est intéressant. Puis, il y a aussi quelques expositions sur différents premiers ministres, là, entre autres le premier ministre Flynn, je parle aussi de Saint-Jean dedans, dans cette exposition-là, dont une assemblée politique, ça va vous faire rire, une assemblée politique qui n'avait recueilli que 1000 personnes à l'époque. Et aujourd'hui, sur la place du marché à Saint-Jean, là, avec contre Marchand, qui se présentait à ce moment-là comme premier ministre, et Flynn, qui était premier ministre sortant. Les gens étaient plus militants dans le temps. Aujourd'hui, quand tu as 150 personnes, tu es quasiment content. Là. Ah oui, c'est un record, là, quand même. Là. Fait que c'est ça. Donc, c'est différent aujourd'hui. Hein. Là, c'est quoi les prochaines expositions qui s'en viennent? J'aimerais ça en faire une sur Adélard Godbout, parce que c'est aussi cette année qui... Dans les faits, c'est dans les prochains jours là, que Adélard Godbout a été assermenté premier ministre du Québec pour succéder à Taschereau. Je n'aurai pas le temps dans les prochains jours de la faire. Donc, j'anticipe peut-être début de l'automne ou fin de l'été. Surtout que Adélard Godbout, il y a quand même beaucoup de liens avec notre région, quand même plus près, là, avec Fredericksburg, etc. Là. Politiquequebec.com/élection 1966. Allez voir ça, c'est vraiment un beau bijou, ça rappelle de beaux souvenirs. Merci beaucoup, Dave Turcotte. Ça fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Petit rappel sur le règlement de l'arrosage à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a le droit, entre 20h et 23h, selon les jours pairs ou impairs, selon le numéro civique de votre adresse à la maison. Il y a des exceptions aussi pour ceux qui ont des arroseurs automatiques, des sprinklers. On peut faire ça entre 3h et 6h la nuit, semble-t-il. Bref, allez lire la réglementation sur sjsr.ca/eau potable. À demain.